Eh bien, écoutez, bienvenue à tous dans cette nouvelle parenthèse lecture. Et puis, donc, aujourd'hui, donc, on accueille Maryse pour la première fois. Et puis, Mick, qui fait partie des premières qui ont lancé les parenthèses lecture. La première qui s'est lancée dans l'aventure. Ouais. Eh ben, je vous laisse. Alors, je crois que c'est toi, Maryse, qui commence. Je te laisse la parole. Donc, je vais commencer par lire un poème, vous présenter un auteur que nous avons connu encore pour des vacances et avec qui je suis toujours en contact. Donc, ce monsieur s'appelle Jean-François Versini. Il a écrit plusieurs recueils, dont un qui s'appelle Évasion poétique. Donc, je vais vous lire un extrait de ce que disait un journaliste parlant de lui. Jean-François Versini est originaire de Piana, un petit village de Corse qui ouvre sur les fameuses Calanches ou Calanques. On dit les deux, hein. Tu vois, les marqués de là. Alors souvent, et ce depuis les romantiques, la poésie est associée à la mélancolie, au lancinant regret et aux adieux poignants. Chez Jean-François Versini, tout au contraire, la poésie retrouve de l'élan, de l'allégresse, de l'innocence que rien ne peut flétrir. Tout entier dévoué à l'amour, il chante sans tourment ses attraits les plus doux et les plus caressants quand il ne glorifie pas la nature et le printemps, thème récurrent dans son œuvre. Plusieurs fois lauréat de concours nationaux et internationaux, ce recueil ne démérite pas. Somme de travail de plusieurs années, il émancipe la poésie de ses recoins tristes pour nous proposer une véritable rêverie comme modus vivendi. Donc voilà ce qu'est M. Jean-François Versini. Un homme très attachant et elle a l'accent très agréable et il vous met tout de suite de la gaieté au cœur. Donc je vous lis le premier poème où il présente son village, qui s'appelle Piana. Incliné vers la mer, assis sur un plateau, ce village contemple l'unique golfe de Porto. Ses calanches sont couchées de soleil, cela nous éblouit, quelle merveille. Donc voilà sa présentation. Maintenant, je vous lis le poème qui s'appelle Escapade. Connaissez-vous la verte campagne proche de ma maison, où mon âme retrouve sa vie et sa raison? Loin des bruits de la ville, ici tout n'est que repos. On n'y entend que le chant doux et mélodieux des palpitants oiseaux. Lentement, le clocher d'alentour teinte ses heures qui passent et coulent, respirant sans cesse le bonheur. Et comme par enchantement, la nature dévoile ses attraits voluptueux, caressés par les scintillants éclats de la robe azurée des cieux. Par-dessus l'horizon où se dessinent vallons et collines, à vos yeux s'offre un paysage splendide dès que la nuit décline. Teinté d'émeraude, apparaît une châtaigneraie à la longue crinière, tandis qu'un fleuve ondoyant, enjambé par un pont tissé de lierre, baigne des rives tapissées de mousse et habillées de cerisiers en fleurs, ornées de pulpes fruits rouges à l'inoubliable saveur. En amont, les eaux jaillissantes et lumineuses d'un torrent donnent un décor féerique à ces lieux paisibles et enivrants. Sur des buissons azurés chantent de douces et colorées fauvettes, accompagnant ainsi la floraison naissante des premières violettes. Avant le crépuscule, dans les layons cachés et parfumant la passiflore, voltigent de gracieuses demoiselles sur les joyeuses et les bords. Entre les branches des ormes feuillus, vêtus de leur plumage noir-vermeil, les grands-ducs savourent les derniers instants de leur diurne sommeil. Les abeilles, dorées et friponnes, dansent sur des roses trémières, pendant qu'un léger aquilon berce les cimes d'une jolie sapinière. Et dans le vaste ciel, encore illuminé par le soleil couchant, surgissent d'élégantes belles dames aux ailes tachetées d'or et d'argent. Évadez-vous furtivement, ma bien-aimée, courez saluer Dame Nature. Prenez la clé des champs, choisissez cette charmante villégiature. Venez, je vous prie, partager avec moi un peu de solitude et admirer les beautés de la campagne dans toute leur plénitude. Bravo, c'est beau. Merci de ce partage. Alors, je tourne la caméra vers Mick. Voilà. Donc moi, je vais vous lire un petit texte tiré de je crois que c'est son dernier, de Sylvie Tesson, qui s'appelle « S'abandonner à vivre ». Et le texte que j'ai choisi s'appelle « L'exil ». Il n'est pas très drôle, mais comme il est encadré par de jolis textes romantiques, ça fera passer un peu la dureté de l'histoire. L'exil. Il n'avait pas plu depuis mars. La terre de septembre avait la couleur de la cendre et l'air sentait le métal.
Les mouches ne se posaient jamais, on ne pouvait ouvrir la bouche. Ils étaient venus lui dire adieu. Le taxi passerait dans quelques instants pour l'emmener à Buanda. Il y avait le chef du village, l'instituteur, le mollah, les parents, les nièces, les frères, les sœurs, tous à côté d'Idriss. Grosse maman tenait dans ses bras une chose endormie, son dernier né. Le ventre de la mère d'Idriss ne cessait pas d'enfanter. Elle avait perdu 3 enfants en bas âge, en restait 9. Elle avait creusé les tombes sans verser une larme, en pensant que, ces derniers temps, la terre se montrait bien avare de ne pas rendre en herbage ce que les humains lui pourvoyaient en chair. Il y avait aussi des voisins. Ceux-là n'étaient pas venus par pure amitié. Un jour, il ferait payer leur présence. Tous attendaient, recuits. Le soleil était une boule blanche. Le soleil ne promettait rien. Les peaux noires étaient de la toile goudronnée. La lumière estompait les regards, les arcades sourcilières projetaient leur ombre jusqu'à la pointe des pommettes. Des milans tournaient dans le ciel au-dessus des tas de déchets. Une vache mâchait un pneu contre un mur de pisé. Des chiens boitaient dans la décharge au coin de la place en face du renfoncement où le taxi collectif s'arrêtait. L'appel à la prière s'éleva, la voix du moullah Ali Ould de Mouma, natif de l'Aïr, amplifiée par la sono chinoise, gicla dans la chaleur. Idriss tenait un sac à dadis à la main, une pure contrefaçon. Les couturiers d'un atelier clandestin avaient reproduit le lotus de la marque et les 3 bandes blanches, mais s'étaient trompés dans l'écriture. Dedans, le jeune homme avait jeté tout ce qu'il possédait. L'argent, serré dans 2 pochettes en plastique, était plaqué contre son ventre, à même la peau, maintenu par une ceinture de tissu que grosse maman avait cousu la veille. 5 000 $. Il avait fallu 4 ans pour réunir la somme. Un peu plus de 1 000 $ par an. Voilà ce qu'avait donné la saignée collective. On avait fait appel à toute la famille, les oncles, les tantes et quelques lointains cousins. Et gros-papa, qui avait toujours vécu libre sous son sèche blanc, savait bien qu'à présent, il était tenu par les couilles. Je vais compter jusqu'à 500, pensa Idriss. Si le taxi n'arrive pas, je ne réussirai pas. La Mercedes 500 modèle 1962 freina dans la poussière. Idriss arrivait à 292. Il y avait 5 personnes à bord. Idriss pressa grosse mama contre son cœur et sentit combien ses seins étaient devenus secs. Comme le ciel, pensa-t-il. Son père lui serra la nuque de la main comme au temps de l'enfance pluvieuse. Personne ne lui cria bonne chance. Personne n'avait jamais assisté à un départ. On ne savait pas faire avec les adieux. Les mouchoirs qu'on agite sur le bord des chemins, c'est pour les gens qui possèdent du linge. Les passagers se tassèrent, la porte claqua, et quand la Mercedes démarra, le souffle souleva un sac en plastique vert pâle à moitié bouffé par les bêtes. Le taxi déposa Idriss devant l'ancienne fabrique d'aluminium à 15 km de la ville. Il attendit 8 heures. La chaleur ne baissait pas, mais le soleil s'était fondu dans la vapeur qui effaçait les dunes. Le camion arriva. Idriss reconnut Youssef, l'Algérien, qui lui avait proposé le coup et avec qui il s'était mis d'accord un mois plus tôt. « Tu as le pognon, mon frère ?»« Oui. »« Donne. » Idriss souleva sa chemise et tendit au type une liasse. « La moitié, dit-il. »« Comme on a dit, dit Youssef. »« Comme on a dit, répéta Idriss. » L'Algérien comptait. Il effeuillait les billets à toute vitesse. Idriss regardait le pouce qui allait et venait comme un piston. Il a l'habitude, pensa-t-il. Puis il regarda le camion dont le moteur tournait. Il devait avoir 60 ans. C'était un breguet du temps des Français. Dans la remorque non bâchée, ils étaient une 50aine d'hommes, certains plus âgés que lui. Tous tenaient un sac de sport d'une main et de l'autre s'agrippaient au morceau de métal. Il fixait Idriss. Des vaches, pensa-t-il. Youssef claqua la langue, mit les 2 000 $ dans la poche de sa veste. Il avait le nez cassé, un bouc frisé, un fin collier de barbe, des dents extraordinairement blanches et il sentait le propre. On y va. Idriss monta, joua les épaules et se logea dans la compagnie des spectres. La lumière de la ville furent des points rouges. Les barcanes se découpaient dans le dernier ré, le soleil mettait du temps à mourir.
Mentalement, Idriss répétait le calcul. 2000 et 2000 font 4000. Une fois arrivé, il m'en restera 1000. 4000 $, c'est le prix que les passagers algériens exigeaient pour déposer les Nigériens à la frontière de Schengen. Les chaos de la piste secouaient les étoiles, la croix du Sud brillait. Idriss la regarda éperdument, car il savait que là-haut, au nord, dans les royaumes des chrétiens, la constellation ne serait plus là. Le camion roula vers le nord. On coupa le 17e parallèle, Agadez à Passa, puis les crêtes d'Arly, et ce fut la fin de la île. En approchant de la frontière algérienne, Youssef engagea sa machine vers le nord-ouest, cap aux 320 degrés, hors piste. Il voulait passer en plein désert, hors des territoires soumis aux forces régulières. Il s'ensablait. Les passagers descendaient pour dégager le camion. Idriss était allé à l'école, il se souvenait de tout. Il se sentit comme les galériens de l'ancienne Rome qui œuvraient à la marche de leur propre prison. C'était des heures à creuser pour poser les plaques de désensablement et pousser le camion dans les ornières pulvérulentes. Quand le breguet reprenait de l'élan, il fallait courir pour grimper dans la remorque parce que Youssef ne pouvait s'arrêter. L'Algérien ne jetait même pas un coup d'œil dans son rétroviseur. Si quelqu'un restait en arrière, ce n'était pas son affaire. Le soir du 3e jour, on ne marqua pas la halte du bivouac. Youssef et ses lieutenants, 2 mozabites au visage fébrile, roulaient tout feu éteint au GPS. Ils savaient les parages du 20e parallèle infestés de factions fondamentalistes. Victime de 2 précédents rackets, le passeur algérien ne tenait pas à alimenter une 3e fois les fonds salafistes. Le jour se leva derrière l'état civil de l'Est. Le camion était en Algérie. Les crénelures de roches émergeaient de la nuit. Le soleil passa par-dessus les crêtes, l'air devint brûlant et chacun rabattit son chèche. Près de Tamanrasset, l'Algérien fit halte chez Mouloud, un éleveur touareg, membre du réseau depuis 2002. Il fournissait l'eau et le gasoil au convoi, en ravitailla. Puis la fuite reprit. La grappe humaine dansait au gré des chaos dans la remorque. Les places étaient chères, des bagarres ponctuaient les heures, des éclats de voix, des insultes coupaient le bruit du moteur. Prières et ronflements s'élevaient des corps emmêlés. Les hommes rêvaient en gémissant, se réveillaient brutalement quand leur tête cognait contre la tôle et replongeait dans le néant. Dormir était un baume. On ne mangeait presque rien, on buvait une eau rose, tiède, qui écœurait la bouche et huilait le gosier. Enfin, l'air avait changé. Une odeur de pourpier écrasé, légèrement acide, l'imprégnait. Les hommes des sables n'avaient jamais respiré l'iode. Ils peuplaient des plages sans mer, des rivages arides qu'ils essayaient de fuir depuis que la sécheresse s'y était abattue. À la tombée du 10e jour, Youssef rangea le camion sur le flanc d'une crique calcaire et déserte. On attendit longtemps. La Méditerranée vibrait joyeusement. Chaque clapot recevait pendant une fraction de seconde l'éclat du soleil. Idriss ne pouvait détacher son regard de ce spectacle. Il ne connaissait du paysage qu'un tableau figé. Les dunes, les tassili, les oueds étaient des formes mortes. Lorsque le vent ou l'orage faisaient leur ravage, un rideau de poussière masquait le monde et les Sahariens trouvaient refuge dans leurs tentes. Si bien que nul homme n'assistait à la recomposition des lieux. On prenait conscience du nouveau décor une fois la tempête calmée. La mer offrit à Idriss le spectacle d'une énergie mouvante, interprétant infatigablement les figures de la danse. Idriss comprit qu'il fallait traverser cette masse vivante. Au soir, le bateau arriva. C'était un chalutier d'acier de 40 mètres qui avait fait son temps sur la côte d'Alger et qu'on avait affecté au transport clandestin. J'ai perdu le fil là. Habituellement, les passeurs encaissaient la seconde moitié de la paye au moment de l'embarquement. Puis le bétail humain était entassé dans l'entrepôt et ne voyait quasiment plus la couleur du ciel jusqu'à ce que les côtes européennes apparussent devant la proue. Cela faisait des siècles que les Arabes sur cette même côte chargeaient de la viande nègre dans les cales des bateaux. À présent, c'étaient des esclaves eux-mêmes qui payaient le voyage. En prenant pied dans l'annexe qui transportait
Les hommes, par groupe de 6, du rivage au bateau, Idriss pensa qu'il ne reverrait plus l'Afrique. Son existence consisterait à pourvoir à la survie de 30 personnes, parents, amis et voisins laissés derrière lui. Tous fondaient en Idriss des espoirs immenses. Il y ferait honneur en envoyant chaque mois le produit de ce qu'il moissonnerait. Il trimerait sans joie pour les siens. Eux l'imagineraient au paradis. Le bateau appareilla à minuit, la mer était mauvaise, le vent soufflait de Sicile et la houle hachée grossissait d'heure en heure. Dans l'entrepont, éclairé d'une lumière blafarde, il s'était regardé avec stupeur quand le bateau avait commencé à tanguer. Puis les premiers malades entraînèrent les autres dans la débâcle. Les seuls à résister au mal de mer étaient ceux qui avaient trop peur pour s'abandonner. Idriss sortit sur la seule coursive en libre accès et se pencha. Mais l'image de ce flot de tôle que la mer expulsait et avalait à chaque vague lui procura une telle impression de fragilité qu'il préféra retourner dans l'antre puant où croupissaient ses compagnons. Il s'en remit au sort. Au 3e jour, une côte en vue, une rumeur courut, l'Italie. Idriss regardait avidement les collines inclinées vers le rivage. La mer était calmée, il n'y avait pas de vent. On distinguait au sud la tache blanche d'une petite ville côtière. De loin, les immeubles ressemblaient à des morceaux de sucre. Idriss songea que sa vie, depuis 5 ans, était tout entière tendue vers ce moment où il toucherait les côtes de l'Eldorado. À terre, tout deviendrait possible. Il pensa au village, à la tristesse de la famille lorsque la moitié du troupeau de chameaux avait succombé à la sécheresse. À ce jour de juillet où la plus belle femelle était morte d'une gonfle. Il pensa au hurlement des petits la nuit quand ils n'avaient pas eu leur content. Il pensa au silence de mort dans la tente, plantée à l'extérieur du village, lorsque, à 6 heures du matin, le soleil, à peine juché au-dessus des dunes, chauffait déjà le ciel, comme s'il était midi. Puis, il ne pensa plus parce qu'on était arrivé et que Youssef hurlait des ordres en courant dans les escaliers comme un possédé. Il fallait débarquer très vite, se disperser sur la grève déserte avant que les gardes-côtes ne rappliquent. La Guardia Costiera n'était pas très performante, moins que ses équivalentes espagnoles ou françaises, mais les patrouilleurs croisaient tout de même régulièrement. L'annexe faisait des allers-retours, son moteur de 35 chevaux poussait à fond entre le navire et le rivage. Au bout de 3 voyages, les Algériens firent embarquer 15 Nigériens à la fois dans la barque, conçue pour une demi-douzaine de passagers. L'embarcation était gorgée d'eau. À bord, personne ne savait nager. Youssef s'en foutait. Idriss remonta le col de sa veste de survêtement. Il fait froid en Italie. Il avait $1000 en poche et un contact à Paris. Boubou Dioula était un Nigérien qui aidait ses compatriotes à trouver un grabat, un emploi, des papiers et qui ramassait sa commission. Un retour. Au village, lorsqu'il s'était mis d'accord, Youssef avait promis sur la mère de sa mère un débarquement en France. Et voilà qu'Idriss se retrouvait en Italie à plus de 2000 km de son objectif. Les Arabes sont les Arabes. À qui se plaindre? Il apprit à glaner les déchets dans les cajoux à la fin des marchés, à se nourrir de ce que la campagne offrait, les mûres des bosquets d'automne, les poires, les prunes et les pommes. Lentement, il progressait vers le nord. Il dormit dans des stations-service, au fond des granges à foin, sous les grands hêtres des forêts, et une fois dans une usine désaffectée. Dans les matins humides où il fallait se remettre debout, le ventre vide, sans même la longue brûlure du thé dans la gorge, il se demandait à quoi rimait cette existence qui offrait l'alternative de cuire jusqu'à la mort sous le soleil d'Allah ou de pourrir de froid dans les fossés infidèles. Et puis ce fut Paris, et le village des réseaux. Il prit contact avec Dioula, on lui trouva une chambre dans une cité d'Aulnay-sous-Bois, une pièce de 14 mètres carrés qu'il partageait avec 4 garçons de son âge. Il lui fut échu la moins bonne place, un matelas taché près de la porte, un lavabo goûté. L'association Droit au mouvement lui proposa gratuitement des leçons de français. On lui détailla les subtilités du système juridique. Il se fit aider par une association de femmes blanches entre 2 âges. Il se fit à cette vie de verre de farine enfouie dans le béton, la fumée, la foule, à ces visages sans vie, ces corps blancs et mous,
Il regardait glisser entre les tours de ciment le soleil d'Occident qui ne diffusait aucune énergie. Au désert, le soleil brûlait. Djoula lui obtint un travail, 1 000 € par mois, 200 pour la commission, restait 800. 100 pour la chambre, 100 pour la nourriture, 50 pour le métro, 100 pour les menus dépenses. Il pouvait donc envoyer chaque mois vers Luanda 450 €. À ce rythme, il faudrait 9 ou 10 mois pour rembourser le voyage. Ensuite, ce serait une petite fortune qui ruisselerait jusqu'au sien. Dès qu'il touchait l'argent, il allait au bureau de la Western Union, à 2 rues de sa chambre, et remplissait le formulaire de mandat virement express. Il imaginait gros papa avec ses lunettes de soleil attendant le taxi collectif sur la place du village pour gagner Luanda et percevoir l'argent. C'était la consolation de sa vie. Le reste du temps, il souffrait comme un chien. Dans son crâne de chamelier recuit dans le four saharien, il s'efforçait de tuer ses regrets. Comment faisaient tous ces gens pour se lever chaque matin, s'habiller d'étoffes grises, nouer leurs colliers et se remettre en marche? C'était cela ou le désert, donnant à peine assez de vie pour un ruban d'acacia et un troupeau de chameaux à nouveau. Le dimanche, Idriss restait allongé sur son lit. D'un côté la tente, de l'autre cette chambre, pensait-il. Entre les deux, Youssef et sa bande qui pendulaient à bord du Breguet. Chaque matin, il partait pour Paris. Il fermait les yeux et se représentait l'itinéraire. Dans cette vie, on montait et on descendait en lentes pulsations. Les journées dessinaient une houle régulière. Une fois arrivé dans les locaux de l'entreprise, il ouvrait son placard avec sa clé, enfilait sa combinaison, coiffait sa casquette, lassait ses chaussures de sécurité, recevait ses instructions, prenait son travail et se dirigeait vers la vitrine qui lui revenait. La compagnie de nettoyage Topnet couvrait les arrondissements du centre-ville. Ce jour-là, Idriss se sentait particulièrement vidé. « Idriss, tu vas au 123 boulevard Raspail. 2 vitrines, une enseigne et la porte automatique. Tu te grouilles, tu devrais y être, » lui avait ordonné M. Michel ce matin-là. Il ne pleuvait pas, mais une bruine recouvrait de perles minuscules la vitrine des magasins. Paris flottait dans un nuage. Idriss se présenta à la jeune fille de l'accueil. « Ah, c'est aujourd'hui pour les carreaux? Allez-y, dit-elle. » Elle était jolie, avec un long cou et un petit papillon en or autour. Il sortit sur le trottoir et entreprit de frotter la fenêtre extérieure avec ses éponges. Il les trempait dans le seau rempli de produits dégraissants. Le liquide blanc recouvrit la surface du carreau. Il donna le premier coup de caoutchouc et ouvrit dans la mousse des bandes nettes de la largeur de sa raclette. Il regarda la fille, donna un deuxième coup. Cette fois, il détailla la vitrine. Il ne s'était pas préoccupé de savoir ce qu'on vendait ici. Sur l'enseigne s'étalait en lettres rouges « Rêve d'horizon ». Et il y avait l'image d'un avion volant au-dessus d'un panier. Il aimait déchiffrer les panneaux de la ville. C'était ses travaux pratiques de lecture et les dames de l'association l'encourageaient à s'exercer. À travers la balafre ouverte dans la mousse, il lut « Promotion spéciale désert. Alger, Hogar, Niger. Sahara, terre du mythe. Circuit tout compris chez les seigneurs des sables. » Voilà. Merci. Ouais. Un peu long, hein? Oh, mais tu nous as fait voyager. Hein? Oui, C'est d'autres univers, c'est tout. c'est pas facile comme univers. Non, mais c'est drôlement bien décrit. Quoi. Complètement. C'est pour ça que j'ai aimé le lire parce que je me suis dit, c'est vrai, c'est un peu lourd, mais c'est bien écrit et malgré tout, c'est une petite piqûre de rappel de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ouais, merci. Allez, Maryse, on revient plus près d'ici, je crois. D'accord. C'est ça? Voilà, moi, c'est Théodore et le loup. Donc, c'est un roman historique dans la forêt de Soult qui est écrit par Bernard Forero. Donc, le résumé, consiste en ces quelques mots. Depuis quelques années, le loup a de nouveau été observé en forêt de Soult, animal emblématique. Il en avait été définitivement chassé au début du XXe siècle. La forêt de Soult est un des plus beaux paysages de France au relief exceptionnel. C'est là que vit, depuis des siècles, une dynastie de meneurs de loups, au destin intimement lié à l'histoire mouvementée de cette mystérieuse montagne, les Théodores. Des guerres de religion au maquis de la résistance, en passant par l'actuelle polémique sur le loup, entre histoire et légende, retrouver les parcours aventureux des hommes et des fauves. Donc le premier chapitre s'appelle, le premier extrait, ce sera « Première époque, Colombe », Soult au IXe siècle.
Aymeric se redressa en posant ses larges mains en plat sur ses hanches. Il avait les reins brisés. Gros-Pierre le regardait en souriant. « Tu ne trouves pas que la terre est de plus en plus basse ? » « Tu veux dire que nous sommes de plus en plus vieux, » répondit son ami en éclatant de rire. Les moissons battaient leur plein et tout le village dessous s'était mobilisé, certains venant même de Soyans ou de beaucoup plus loin. Pour l'heure, on travaillait chez Aymeric et Marion. Mais, sitôt les parcelles fauchées, on irait en chœur chez le voisin pour se rendre la main. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la communauté ait rentré le grain et lié les germes. Les hommes maniaient la faux ou la faucille et les femmes attachaient les épis en botte. Les plus âgés et les plus jeunes glanaient derrière elles pour ne rien perdre. Le généreux soleil d'août cognait dur sur les corps harassés, mais nul n'aurait songé à s'en plaindre, car l'arrivée d'une pluie malvenue aurait été source de catastrophes, de récoltes pourries et plus tard de probables famines. Les mères de bébés avaient soigneusement abrité leurs poupons à l'ombre des arbres, en bordure des champs, en évitant celle des noyés, qui, disait-on, rendaient fou. Quand il en sentit passer une sur sa tête, Aymeric ne crut qu'une seconde qu'il s'agissait de nuages voilant le soleil. Non, ces ombres-là, petites et rapides, étaient celles des rapaces planant sur la moisson qui dévoilait, en avançant, les campagnols, les milots et leurs terriers. Bonne aubaine pour les buses et les faucons. Mais celui qui fendait le ciel surchauffé, fondant sur sa proie du plus haut de l'azur, avec une sauvagerie majestueuse, ne pouvait être qu'un aigle royal, le souverain des falaises de la forêt dessus. Le pressentiment ne précéda la terreur que d'un instant. Toutes serres en avant, l'immense oiseau s'était jeté sur un des bambins, couché à l'abri du soleil, et ayant croché ses griffes dans les langes, il redécollait lourdement chargé pour hisser sa proie jusqu'à son aire où l'attendaient ses aiglons affamés. Marion hurlait son désespoir. C'était son petit Jaco, le dernier né de la fratrie, dont le prédateur s'était emparé. Aymeric courait vainement vers la falaise en jurant de rage. Certains jetaient des pierres inutiles. Les femmes pleuraient déjà en se tordant les mains. D'autres, terrassées par l'horreur, se jetaient à genoux pour prier. Là, le sort de l'enfant était scellé, et l'aigle décrivait de larges cercles autour de son nid avant de s'y poser, comme s'il voulait faire admirer à sa progéniture le mets de choix qu'il leur apportait. À l'occident de la tour de pierre où trônait l'air, il y avait une grande falaise qui, dominant le Rhône, marquait la limite ouest de la forêt. C'est un mouvement sur la crête de celle-ci qui attira au même instant le regard du rapace et celui du jeune homme. Là-haut, quelqu'un courait en hurlant en direction de l'oiseau royal. Aymeric n'entendait que l'écho de ce cri suraigu, mais l'aigle le percevait parfaitement. Semblant hésiter, il continua des cercles, tournant la tête en tous sens pour mieux observer cette créature bruyante. Celle-ci renouvelait son appel pressant en se rapprochant de la tour. Et soudain, sans paraître hésiter, le rapace plongea dans la vallée avec son précieux fardeau solidement accroché. Devant des villageois stupéfaits et figés, il revint poser l'enfançon dans l'ombrage des arbres avant de repartir, visiblement furieux dans un concert de cris qui ressemblait à des jurons. Les moissonneurs restaient muets, les femmes en larmes se serrant les unes contre les autres. La voix déformée par l'émotion, Gros-Pierre rompit le silence. « C'est un miracle, murmura-t-il, un vrai miracle. C'est Dame Colombe, chuchota Marion, serrant contre son cœur ce petit que plus rien au monde ne pourrait désormais lui enlever. » Le lendemain, tout le village s'était réuni devant la route de la toute récente abbaye de Saint-Pierre, et le père abbé avait bien du mal à conduire les débats, tant l'émotion de la ferveur était grande. Entre ceux qui voulaient monter sur le champ, à la grotte, dans une sorte de pèlerinage improvisé, et ceux qui, venus de plus loin, ignoraient tout de la jeune femme, il n'y avait un point d'accord. Elle était sainte. Dans une cacophonie invraisemblable, chacun y allait de son point de vue, de son imagination. La foule grondait car tous mouraient d'envie de rendre visite à Colombe, tant pour la remercier que pour implorer une protection toujours utile, voire même par simple curiosité. Et puis l'abbé, que craignait-il réellement? Qu'il s'instaure un culte à Colombe et que les fidèles accourent à la grotte en délaissant les eaux miraculeuses de la Vève, la petite rivière qui traversait le village en lui donnant son nom celte, Sou, la vallée traversée par l'eau, était native du cœur de la forêt. On l'appelait la rivière des castors, Biber pour les Romains,
car ils coupaient régulièrement son cours avec leurs impressionnants barrages. Elle apportait une eau fraîche et limpide jusqu'à l'abbaye, grâce à un canal soigneusement entretenu par les moines. Et cette eau était miraculeuse. On venait de fort loin pour y plonger les nouveau-nés en leur assurant ainsi une santé de fer. Les personnes atteintes de problèmes de motricité se faisaient aussi porter là par leurs parents et amis, et il n'était pas rare qu'ayant retrouvé toute la vigueur de leurs membres, elles repartent à pied. Il fallut tout son courage à Aymeric pour oser s'avancer devant le prélat et prendre la parole. À vrai dire, c'est Marion qui le poussa vigoureusement dans le dos. « Excusez-moi, monsieur l'abbé, avec tout le respect que je vous dois, je suis le père du Petiot que dame Colombe a sauvé. Pour mon épouse et pour moi, c'est un devoir d'aller la remercier. Vous comprenez? Nous vous prions de nous en donner l'autorisation, avec votre bénédiction. » Il ne parlait pas mal, le bougre, et savait caresser l'animal dans le sens du poil. L'abbé n'était pas dupe, mais savait qu'il faut parfois concéder un individu pour mieux maîtriser la foule. Réprimant un sourire, il lâcha. « C'est bon pour vous deux, mais seulement pour vous deux, » ajouta-t-il en haussant la voix afin de dissuader les opiniâtres. Il laissait planer un silence menaçant quand, encore une fois, ce fut Gros-Pierre qui le brisa. « Et pour le parrain, votre seigneur ?» L'abbé Denis soupira bruyamment. « Va pour le parrain !» Puis se reprenant, il se mit à crier. « Et cette fois, c'est vraiment tout !» Tout le monde se le imposit, et nul n'aurait osé défier la puissance de l'ecclésiastique aussi forte qu'un soit l'âme. Nul, sauf peut-être cet ombre tapis au pied du rempart qui entourait le bourg de l'abbaye et qui, depuis la veille, suivait l'affaire avec la plus grande attention. Voilà pour le premier passage. C'est bien. Merci. Donc, je ne sais pas, après, vous reprenez quelque chose? Non, moi, Ah non, vous avez fini. Bon, d'accord. Bon, qu'est-ce que je fais? Je continue. Ah bah oui. Ah oui, volontiers, Ah bah le oui, deuxième avec passage. plaisir. On y est là, on est, Ouais, on est à sous. Oui. Alors, Gros-Pierre tira Aymeric par la manche et lui chuchota à l'oreille. On est suivi. Il n'était pas pour rien un des meilleurs chasseurs du village. Aucun mouvement dans la nature, aussi subreptice soit-il, ne pouvait lui échapper. Un écureuil contournant un tronc d'arbre, un martin-pêcheur rasant le fil du courant, un lièvre se dressant sur ses pattes, tout lui était indice et observation. Alors, un humain, essayant de le pisser discrètement, n'avait à l'évidence aucune chance. « Attends, on va vite voir. » Avec une agilité que sa corpulence ne laissait pas deviner, il se glissa dans une infractuosité de la falaise qui longeait depuis un moment. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Marion inquiète. « Rien, avance » répondit son compagnon en la poussant gentiment. « Tu vas comprendre. » « Mais c'est l'orphelin » s'étonna Marion. Aymeric n'appréciait pas la surprise. « Qu'est-ce que tu nous veux, Vermine » demanda-t-il à l'adolescent sur un ton peu amène. « Mais rien, vous, rien. C'est la sainte que je veux voir. » répondit le gamin, le souffle coupé par la saisie de son cou, que son piégeur resserrait progressivement. « Qu'est-ce que tu lui veux, la sainte » poursuivit le paysan obstiné. « Me mettre à son service. » La réponse avait jailli avec tellement de spontanéité et semblait si sincère que le trio en demeurait ébaubi. Gros-Pierre fut le premier à se ressaisir. « Et tu crois qu'elle a besoin d'un fifre comme toi à son service » dit-il en ricanant. L'enfant acquiesça la moquerie en silence. « Je sais chasser » argumenta-t-il. « Je sais poser des pièges. Je connais les champignons, les baies et les racines bonnes à manger. Je sais aussi où sont les sources. Je peux ramasser du bois, couper des branchages pour faire une bonne couche. Je peux aussi protéger la Seine contre les bêtes malfaisantes ou les mauvaises gens, conclut-il avec un sous-entendu peu amène. « Dis donc, toi, » asséna le chasseur en le secouant, « tu veux une calotte? C'est nous les mauvaises gens? Ah ça, par exemple, tu ne manques pas de culot pour un... » Il cherchait un mot cruel. « Orphelin. » Le gosse sursauta, ce qui n'échappa pas à la douce Marion. Elle posa sa main sur le bras musclé de son ami. « Allons, ce n'est pas sa faute. » Elle sentait le gosse terrorisé au bord des larmes. « Il n'a pas voulu dire ça. Et puis il n'y peut rien si... » Elle n'osait pas finir sa phrase. Le gosse avait poussé là, au fil des saisons, comme une herbe folle entre deux pavés, au gré des aléas de la communauté. Nourri par les uns, houspillé par les autres, craint sottement par la majorité des moines, un enfant de Bougnan était forcément un peu diabolique. Il profitait parfois des reliefs d'un repas pour les échanger contre le fruit de ses cueillettes, voire de ses rapines. Il avait grandi de fond de grange en baumes humides, d'abris de berger en recoin des remparts, sans que personne ne songe jamais vraiment à le chasser une bonne fois pour toutes, pas plus qu'à l'accueillir à bras ouverts.
Il est vrai que sans être repoussant, il avait un physique tellement neutre et anodin qu'il n'attirait aucun regard et qu'on ne remarquait pas plus son absence que sa présence. Discret pour les uns, sournois pour les autres, il disparaissait parfois plusieurs semaines pour réapparaître sans bruit, quand on ne l'attendait plus. D'ailleurs, personne ne l'avait jamais attendu. Il faisait en quelque sorte partie d'un décor dans lequel il n'avait pas sa place. Quand ils arrivèrent au sommet, ils se laissèrent emporter par la beauté du site. De là, la vue portait sur toute la vallée d'un Rhône impétueux. Face à eux, la montagne du Vivarais et leur volcan formaient une barrière de couleur pourpre. Les collines, vers le sud, roulaient en vagues jusqu'au pied du Grand Ventoux, alors qu'au nord, les crêtes élevées du Vercors portaient encore quelques traces de neige. En se retournant vers le levant, ils dominaient l'immense cuvette de pierre de la forêt dessous, fermée en son fond par des triangles parfaits des trois becs. Nous veillons, le veilleur veille, le veilleur surveille, disaient les anciens. Quand il voit un danger, il lance un signal. Et son signal, c'est un appel. Le veillou, le signal et l'appel. Tu ne devras plus l'oublier, petit. C'était imposant et paisible, et l'on comprenait que ce lieu soit propice à une élévation de l'âme et à la prière. Gros-Pierre s'avança jusqu'à un point précis de la falaise, où seuls les yeux avertis pouvaient deviner le départ d'une pente étroite et vertigineuse, rejoignant la vaste grotte nichée sous la crête. Dame Colombe! Oh là, Dame Colombe, n'ayez crainte, je suis le Gros-Pierre, et je suis venu avec les parents de l'enfançon que vous avez sauvé des serres de l'aigle. Le vent balayait le silence. Le chasseur avait ôté son bonnet et le triturait, gêné, n'osant réitérer sa harangue quand une voix chantante et douce lui répondit. Bonjour, mes braves amis, que la paix du Seigneur vous accompagne. Colombe invita ses visiteurs à s'asseoir autour d'elle pour parler tranquillement. Son vœu ne lui interdisait pas tout contact, mais si elle les réduisait le plus possible, elle sentait que là, ses interlocuteurs avaient des choses importantes à lui dire, du moins pour eux. Patiemment, elle les écouta raconter leur version du sauvetage, souriant de l'avoir embellie de 1001 détails fabuleux. Elle accueillit modestement leurs remerciements, empressée, et prit Marion dans ses bras pour calmer les sanglots de la jeune mère qui revivait son cauchemar trop intensément. Elle ne reprit pas la parole que pour répondre à Emery, qui parlait enfiévré d'un miracle. Ma foi, mon gentil ami, c'est alors le Seigneur qu'il vous faut remercier. Lui seul m'a donné ce don de parler aux animaux et de les comprendre. Lui seul peut se faire obéir d'un aigle. Je ne suis que sa très humble servante. Pour moi, vous êtes une sainte, Dame Colombe, chuchota Henrique, impressionné par sa propre audace. Avant que la jeune ermite n'ait pu réfuter l'affirmation, Gros-Pierre, avec un sens de la propos discutable un peu trivial, intervient. En parlant de servante, Dame Colombe, voilà un chenapan qui aimerait se mettre à votre service, dit-il. Pourquoi chenapan, coupa Colombe? Que ne voilà qu'un enfant abandonné. La jeune femme éclata d'un rire joyeux. N'ayez crainte, mes amis, je ne risque absolument rien. Si cet enfant trouve savoir ma compagnie, il peut rester vivre ici, pas loin d'ici. Elle se tourna vers l'orphelin. Je suis ermite pour honorer et prier mon Seigneur. Je ne serai sans doute pas une compagnie bavarde et joueuse, mais nous pouvons certainement cohabiter. Allez, mes amis, le soir tombe vite et le chemin est plein de pièges dans le noir. Il vous faut rentrer. Merci. Super. Ouais. Voilà, une partie. Après, voilà, c'est toute l'histoire du meneur de loup. Ça donne envie. Oui, c'est ça, hein, ça donne envie, oui, je suis d'accord, ouais, c'est bien, c'est c'est super. sympa comme lecture. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez autre chose. Eh ben non, merci à vous deux, ouais, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et puis on va relancer ça. Du coup, là, on est sur un jeudi sur deux, donc dans 15 jours, nouvelle lecture. Alors, je ne sais plus qui sont les personnes qui sont proposées. Peut-être Joël, non? Il y a toi, Joël? Ouais. Voilà. Et puis, bah, du coup, donc pour information, ouais, il y a l'interview là qu'on a fait tout à l'heure qui doit être actuellement, donc avec Mick, on était à RDIWA. Voilà. Donc, on peut aller là tout de suite, se connecter sur RDIWA et écouter en direct, enfin, du coup, la diffusion de l'émission qui a été de l'interview de Mick et de moi-même sur ses parenthèses, sur la bibliothèque, sur le forum, etc. Voilà.
encore une belle expérience. Ouais, c'était sympa. Une nouvelle Une expérience. nouvelle expérience. J'adore ça. Bon, et ben à bientôt. À bientôt, Joël. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ouais. Merci.